Bonjour et bienvenue aujourd'hui au studio Air et Cosmos dans lequel nous avons la chance de recevoir Dimitri Minik. Bonjour. Bonjour Xavier. Tu es chercheur à l'IFRI, tu as fait ton doctorat sur l'histoire des relations internationales et donc tu es spécialisé sur le monde russe. Et tu as écrit ce livre Pensée et culture stratégique russe, duquel on va parler aujourd'hui. Alors, d'abord, ma première question, c'est est-ce que la pensée stratégique russe a évolué après la fin de l'URSS et donc s'est transformée d'un monde soviétique en un monde russe ? Oui, déjà merci pour ton invitation, cher Xavier. Oui, la pensée stratégique russe a évolué, et je dirais même que la culture stratégique russe a évolué après la chute de l'Union soviétique, et même pendant, au moment où ça se faisait par ailleurs. En fait, pour résumer la chose de façon concise, l'armée soviétique, la science militaire soviétique, concevait la guerre avant tout comme une lutte armée de préférence sanglante. Elle s'appuyait sur une interprétation classique de Clausewitz et sur sa réappropriation par Lénine, qui considérait que Clausewitz était un des théoriciens bourgeois les plus brillants. Bourgeois, c'est triste pour lui, mais voilà. Donc c'est l'adaptation marxisme de Clausewitz. Et en fait, c'est une reprise marxiste, léniniste, on va dire plutôt, de Clausewitz. Donc la science militaire soviétique, elle était largement axée là-dessus, si vous voulez. La vision communiste soviétique d'une guerre métaphorique, en fait, contre le monde capitaliste qui ne s'arrête jamais, le temps de paix n'existe pas vraiment, tout ça, c'était assez métaphorique et c'était pris en main, c'est vrai à la fois par les services de renseignement russes, soviétiques à l'époque, une partie de l'armée aussi, mais l'armée russe, qui concevait la guerre et qui concevait les conflictualités, elle était largement tournée vers la guerre comme lutte armée avant tout. Il y a eu des évolutions dans la période soviétique tardive, dans les années 70. On a admis qu'on est passé de Sokolovski, le maréchal Sokolovski, qui disait « tout ce qui n'est pas une lutte armée dans la guerre, c'est du baratin de théoriciens bourgeois », pour en fait cacher, dissimuler que les Occidentaux préparent une guerre atomique contre l'Union soviétique. Bon, voilà, ils sont un peu sortis de ça à un moment en admettant que les luttes non militaires dans la guerre comptaient, avaient une importance. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est qu'à partir de la chute de l'Union soviétique, c'est le ratio inverse. Le ratio s'inverse. Et au fond, l'idée fondamentale, c'est que la lutte armée dans les conflictualités modernes, pour tout un tas de raisons assez objectives, vient au second plan. C'est-à-dire qu'elle est optionnelle, elle devient optionnelle, elle n'est pas si importante que ça, voire même, en réalité, on peut s'en passer. C'est quand même ça le fond. Et que les luttes non militaires, les moyens et les méthodes non militaires et militaires indirectes, je vais résumer la chose très simplement. Non militaire, on connaît tous, informationnel, cybernétique. Alors eux disent pas cybernétique. Pendant très longtemps, ils ont dit technico-informationnel et psychologico-informationnel, ce qui sont deux choses différentes. Économique, diplomatique, de sabotage, tout ce genre de moyens et méthodes non militaires et militaires indirects. Dans les méthodes militaires indirectes, il y a les compagnies militaires privées qui ont été très pensées. Il y a eu les forces d'opération spéciales, comment les utiliser en temps de paix, pour atteindre des objectifs politiques décisifs. Il ne s'agit pas juste d'objectifs stratégiques ou opérationnels tactiques, c'est vraiment des objectifs politiques, en fait, que l'État pourrait atteindre sans s'engager ouvertement dans une lutte armée. Et cette évolution, finalement, est-ce qu'elle est liée à la prise de conscience que, finalement, l'effondrement de l'URSS était lié à l'échec de la guerre froide, la volonté de confrontation d'égaler le bloc occidental qui était impossible à tenir pour l'économie russe, enfin soviétique à l'époque. Est-ce que c'est cette perception qui a fait qu'ils ont vraiment transformé pour mettre sur le premier plan les actions indirectes, ou c'est vraiment une évolution qui était perçue depuis des décennies ? Alors, la guerre froide, dans leur mémoire historique, à ces officiers qui ont déterminé la pensée stratégique russe post-soviétique, et qui ont influencé sa culture, qui l'ont alimenté d'autres éléments nouveaux, sont très marqués par l'épisode de la guerre froide. Je vais citer un général Tcheban, qui disait en 2003, à l'Académie des sciences militaires russes, la guerre froide est une victoire, déjà stratégique, ce qui déjà est contestable en fait. Eux, ils voient la guerre froide comme une guerre savamment pensée et menée par les États-Unis d'Amérique contre l'Union soviétique pour détruire leur dernier rival géopolitique dans le monde. Il disait, c'est la plus grande victoire, c'est la victoire la plus grandiose de toute l'histoire de l'humanité. Donc la victoire stratégique, la victoire militaire la plus grandiose de toute l'histoire de l'humanité. Et ce qui les a frappés, et ce qui les a choqués, ce qui les a presque traumatisés en vérité quand on lit les écrits, c'est que cette victoire a été obtenue sans un coup de feu. Et ils avaient des métaphores assez drôles d'ailleurs là-dessus. Parfois, ils font preuve de réflexivité et même d'ironie en fait. Ils disaient on était assis sur un tas de munitions et tout ça ne nous a servi à rien, tout est parti en ruine, etc. Ça a été fondamental, mais parce qu'ils en ont une vision biaisée aussi. Ils sont persuadés
que la guerre froide et la chute de l'Union soviétique sont intimement liées. Ce qui doit être nuancé, parce que dire simplement ça comme ils le disent, ça veut dire que, en fait, ce ne sont que des facteurs extérieurs qui ont produit la chute de l'Union soviétique. Non. Non, une économie qui n'était pas à la oui, hauteur. ce sont beaucoup des facteurs intérieurs. Et un homme, Gorbatchev, qui, ça les Russes n'aiment pas, quand il y a de l'intentionnalité dans les actions mêlées à du hasard. Ça, ils considèrent que c'est pas normal. Il faut toujours qu'il y ait de l'intentionnalité, que tout soit contrôlé par des Forces secrètes. Voilà, par des forces secrètes et en tout cas pas des contingences. Donc ça a été fondateur, ça revient dans tous les écrits qui abordent ce que j'ai appelé la théorisation du contournement de la lutte armée. Et pourquoi je dis ça ? Pourquoi je parle de contournement de la lutte armée ? C'est pas un concept, en 2 phrases, c'est pas un concept russe. Moi, ce qui m'a marqué dans la recherche, dans les stratégiques russes sur la pensée stratégique, la culture stratégique russe, qu'on avait oublié pendant les 20 années qui ont suivi la chute de l'Union soviétique, c'est qu'on trouvait, soit on inventait des concepts, soit on projetait des concepts occidentaux sur la pensée stratégique russe, c'était une erreur quand on se confronte aux sources, ou alors de prendre un concept on a vu un article russe, on se dit, ça a été traduit en anglais, on le prend, on dit, c'est un concept, c'est que ça concerne toute la pensée, ça détermine toute la pensée. C'est pas le cas, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus profond, c'est pas juste la guerre de nouvelle génération, la guerre hybride, d'ailleurs on pourra vite fait en parler, c'est pas juste ça, c'est une réflexion beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, et en fait les concepts, au fond, on s'en fout un peu, c'est pas trop le sujet. Mais ça veut dire que notre vision peut-être archaïque de voir les Russes comme 2 millions de morts en Afghanistan, la Tchétchénie, ils tuent un quart de la population, la Syrie, ils font je sais pas combien de centaines de milliers de morts. C'était une erreur de perception de considérer que les Russes étaient systématiquement, je sais pas comment le dire, des bourrins. C'est une erreur de perception, oui et non. Nous, c'est ce qu'on a constaté. Et en même temps, il y a des opérations comme l'opération Danube qui sont des opérations plus réussies. D'un autre côté, on a des opérations comme la guerre soviéto-finlandaise, soviéto-finlandaise en 1939. Bon, c'est un échec qui ressemble d'ailleurs beaucoup, et ça a été mentionné indirectement dans la littérature militaire russe après le 24 février 2022, qui ressemble beaucoup à l'échec de l'opération militaire spéciale. Opération militaire spéciale qui prend ses racines stratégiques, théoriques et culturelles, si j'ose dire, dans cette obsession de la théorisation du contournement. Obsession de théorisation du contournement qui est due, comme on l'a dit, à la mémoire de la guerre froide, qui est une mémoire tronquée de la guerre froide, il faut encore le rappeler, mais surtout à l'observation tronquée également de ce que font les Occidentaux, de ce qu'écrivent. Ils peuvent même parfois modifier ce qu'ils écrivent les Occidentaux, en étant persuadés que c'est ce qu'ils veulent dire au fond. C'est pas grave si on change, si on ment ponctuellement, c'est pas très important, car au fond ils pensent ça. Je vais donner juste un exemple. Quand vous savez que Madeleine Albright a été accusée de vouloir prendre la Sibérie et de la donner en fait au monde entier. Donc de vouloir à la Chine particulièrement. Voilà, à la Chine, et de vouloir sectionner en fait une partie de la Russie. Voilà, les Russes disent c'est scandaleux, elle a dit ça, etc. Bon, ils ne s'intéressent jamais de la source en fait. Quelle est la source ? Pendant une émission politique, Poutine est interrogé par les auditeurs, etc. Quelqu'un lui pose la question, il lui dit, vous savez que Madeleine Albright a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Sa réaction, c'est de dire, j'ignorais que Madeleine Albright avait dit ça, mais ça ne m'étonne pas. Vous voyez, en fait, il y a cette idée que de toute façon, les Occidentaux sont malveillants, sont hostiles. Donc ça a une conséquence très importante dans notre relation avec la Russie, et il faut être lucide là-dessus. Voilà, je vais juste ajouter un point. En fait, pour finir sur la théorisation du contournement, comment ils l'ont conceptualisé ? Ils n'ont pas fait de modèle. Alors, des modèles ont été publiés. Des modèles ont été publiés encore en 2021. On dirait l'opération militaire spéciale. Je veux dire, c'est ceux qui ont publié ça. C'est le chef de l'état du CVSI, c'est le Centre d'études stratégico-militaires de l'état-major général, et c'est le chef de l'académie militaire de l'état-major général. Assez haut placé. Ouais, plutôt, ouais. Et en fait, leur modèle, qui a été publié en 2021, qui a été avalisé, dont il avait été demandé, ce modèle avait été produit dans un manuel qui avait été commandé par Gerasimov personnellement en 2020 ou 2021, entre les 2 années. Il a été confirmé, sa pertinence a été confirmée à l'été 2022. Ils étaient contents d'eux. Ils étaient contents d'eux. On va y venir après. Et ce modèle est il ne faut pas rester focalisé sur ce modèle en particulier, mais il reflète la théorisation du contournement de la lutte armée et ses illusions. Ces illusions, parce qu'elle est fondée pas seulement sur des arguments objectifs,
Évidemment, à l'époque de la mondialisation, effectivement, vaut mieux, à cause des interdépendances économiques, technologiques, il est préférable d'utiliser des moyens non militaires que des moyens militaires purs, durs et sanglants. Parce que pourquoi la Russie a terrorisé le contournement? Parce qu'aussi elle était faible, et elle avait ce constat de la faiblesse économique pour entretenir une armée vraiment performante, etc. Il y avait plein de facteurs objectifs. Mais il y a aussi toute la partie absolument non objective, pour rester extrêmement neutre et poli, sans parler de toutes les théories du complot, les falsifications de documents qui ont fondé cette théorisation. Jusqu'au sommet de l'État, avec Poutine qui les reprend, le Gerasimov et d'autres. Mais il y a quand même une impression qu'ils peuvent réussir à obtenir l'effondrement militaire de l'ennemi sans avoir besoin d'obtenir sa destruction. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est quand même quelque chose que tu fais transparaître dans le livre. C'est la lutte informationnelle qui va être suffisante pour permettre des victoires stratégiques. Et est-ce qu'il y a des succès quand même dans ce domaine? C'est très intéressant parce que c'est, si tu veux, je dirais que c'est le point nodal de notre problème aujourd'hui avec cette pensée, cette culture stratégique. Ils se sont persuadés que la lutte informationnelle, en fait, la lutte informationnelle, c'est un concept. Je ne parle pas des faits, du contenu. Le contenu, les soviétiques pratiquaient la guerre psychologique. En fait, ils pratiquaient avant de théoriser la lutte informationnelle. Quand ils ont importé ce concept, ils l'ont importé de l'Occident. Ils n'ignoraient pas que ce concept venait d'Occident. Au contraire, il y a eu une vraie phase d'imitation après la défaite. Et puis de rejet. Mais après 90, après la défaite. Après la défaite selon eux, la défaite dans cette grande guerre contre les États-Unis. Et au fond, ils étaient persuadés que les États-Unis et l'Occident concevaient la lutte informationnelle avant tout comme une lutte psychologique. Ce qui n'était pas vraiment vrai, en fait, pour le dire de manière un peu grossière. C'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que eux, les Occidentaux, se concentraient plutôt sur l'aspect cybernétique, infrastructurel. Mais les Russes, non, c'est l'inverse. Ils se sont concentrés sur l'aspect psychologique parce que ça correspondait tout à fait à leur culture, mais ils se sont persuadés s'engager dans ces réflexions et dans ces actions qui découlaient de ces réflexions, ils sont persuadés que c'était les Occidentaux qui le faisaient, et ils ont même produit, je pense que la guerre informationnelle, c'est la production théorique la plus prolixe, le plus d'articles scientifiques dans les journaux, dans les revues militaires russes ont été produits sur la guerre informationnelle russe dans toutes ces réflexions sur le contournement. Donc l'approche indirecte doit devenir la norme pour l'action de l'État russe en cas de conflit. Oui, oui, tout à fait. Non, mais la guerre informationnelle, c'est central dans leur stratégie indirecte, mais encore une fois, revenons à ce qui fait que cette pensée, cette culture stratégique manque d'objectivité et au fond de qualité même en réalité dans sa production, c'est que c'est n'importe quoi. Ils projettent des effets, ils imaginent des effets à cette guerre informationnelle psychologique et à d'autres moyens non militaires qui sont irréalistes. Mais typiquement irréalistes, mais néanmoins quand on regarde le Donbass en 2014, quand on regarde la Géorgie, il y a eu des actions militaires. Oui. La Russie était engagée sur le territoire ukrainien et en Géorgie. Mais la Tchétchénie, c'est certainement pas un succès d'un point de vue informationnel, mais néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'ils ont eu raison de croire qu'ils pouvaient réussir? Oui, bien sûr, ils ont eu raison de croire qu'ils pouvaient réussir, mais si on reste sur le concept de guerre informationnelle, et en fait si on élargit aux autres concepts de contournement, ils donnent à ces visions de la conflictualité, à ces concepts, une force beaucoup trop importante. Une capacité à atteindre des objectifs politiques décisifs qui est démesurée. Je résume ça un peu dans mon chapitre sur la guerre en Ukraine. En fait, ils ont non seulement surestimé leur capacité, la capacité des moyens du contournement, donc des moyens non militaires et militaires indirects, à atteindre des objectifs politiques décisifs. L'opération militaire spéciale en est un exemple patent, en fait. Mais aussi leur propre capacité à conduire et à mener et à utiliser ces instruments qui demandent beaucoup de finesse, de flexibilité et de ne pas en attendre non plus des résultats radicaux. C'est ça aussi leur problème. Mais est-ce que c'est une erreur aussi de notre part? Est-ce que c'est le fait qu'on n'ait absolument pas réagi après l'annexion de la Crimée, par exemple, qu'on n'ait pas réagi pour soutenir la Géorgie ou même la Tchétchénie? Est-ce que le fait qu'on ait été perçu comme faible
par la Russie, est-ce que c'est aussi ça qui les a engagés à croire que cette méthode était la bonne et qui pouvait se permettre d'aller en Ukraine derrière? Oui, non, mais tout à fait. Il y a un lien évident. Hein. D'ailleurs, je pense que dans la marche vers l'opération militaire spéciale, il y a des phases qui ne sont pas forcément, logiques sur le plan temporel. Je ne pense pas que les Russes se soient dit, début 2021, on va envers l'Ukraine le 24 février 2022, c'est ça qui va se passer, et ça se passera très bien d'ailleurs, ça ils se le disent dans tous les scénarios. Mais c'est pas sûr du tout. En fait, quand on regarde la façon dont, par exemple, ils ont conceptualisé la dissuasion stratégique russe et dont ils l'ont mise en œuvre en Ukraine et ailleurs, en vérité, hein, ils en ont une vision très holistique et très globale. Ce qu'ils ont fait en 2021, toute l'année 2021 et début 2022, ça ressemble beaucoup. En fait, il suffit de lire, hein, encore, c'est toujours pareil, c'est dans mon livre, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont conceptualisé. Mêler des démonstrations de présence et de force militaire. Avril 2021. Voilà, avril 2021, après ça se poursuit en septembre, octobre, novembre, à des invitations à la négociation, en même temps balancer des ultimatums, tout ça est écrit noir sur blanc, hein, comme une sorte de mesure à mettre en œuvre. On se souvient des ultimatums en décembre, et plein d'autres mesures. On va rappeler que c'était des ultimatums assez irréalistes, comme faire sortir de l'OTAN les anciens pays baltes, par exemple. Alors totalement, c'était faire reculer les infrastructures militaires, ce qui revenait en gros globalement à un harakiri pour l'OTAN. Bah oui. Mais il n'est pas exclu qu'ils aient pu croire que ça marche. Parce qu'ils s'illusionnent, ils s'auto-intoxiquent. Ils étaient persuadés de la faiblesse de l'Occident. Ça, c'est visible, c'est éclatant en fait dans leur littérature et même dans la production des élites politico-militaires russes. Vous savez, on pouvait lire un conseiller, il faut se dire ça, un conseiller de Shoigu, qui était à l'époque, il ne l'est plus aujourd'hui, mais qui était ministre de la Défense russe, avant l'opération militaire spéciale. Il publie un article. Cet article, il n'a pas une grande diffusion, hein, c'est un article de littérature militaire scientifique. Il dit, aujourd'hui, les WASP américains sont en dégénérescence, en gros, quasi biologique. Ils sont terminés. Les Européens, l'Union européenne a perdu sa subjectivité de façon dramatique. Là, je paraphrase, hein, je me cite même. Et puis, regardez, l'armée russe, comparée à l'OTAN et aux États-Unis. L'armée russe est plus forte, c'est évident. Si Shoigu est conseillé par des gens comme ça, effectivement, on peut comprendre. Il ne faut pas évacuer les illusions, il ne faut pas plaquer notre rationalité sur la leur. Au contraire, il est très possible qu'ils aient pu croire que cet ultimatum passe. Parce qu'ils ont surestimé, encore une fois, la capacité du contournement et la capacité du contournement et de ses effets. Ont par ailleurs, il faut le dire, considéré qu'il y avait un accroissement de l'hostilité de l'Occident et de l'Ukraine, en tout cas une transparence de l'Ukraine actualisée, nouvelle, début 2021, dans son refus d'appliquer les accords de Minsk, ou en tout cas dans sa frilosité, et on peut la comprendre, hein, l'Ukraine, ça voulait dire perdre, en fait, sur le plan géopolitique, hein, d'accepter ces désaccords de Minsk. On va aussi rappeler que les accords de Minsk avaient été annulés par le simple fait que la Russie viole les cessez-le-feu dès le lendemain de leur signature. Totalement. Les premiers à l'avoir violé, c'est bien les Russes. Ouais. C'est ce qu'ils oublient souvent, d'ailleurs. Et donc voilà. Et puis, les Ukrainiens, début 2021, commencent à admettre de façon plus explicite qu'ils veulent s'arrimer, et on les comprend là aussi, à l'espace euro-atlantique. Évidemment, c'est inacceptable pour la Russie, qui a mis en œuvre beaucoup de mesures pour tenter à la fois de dissuader. Mais moi, je ne tranche pas. En fait, toute cette phase de dissuasion stratégique assez énorme, en fait, hein, qui a occupé l'espace médiatique occidental pendant longtemps, 2021-2022, et cette phase de dissuasion stratégique entre 2021 et 2022, elle a aussi pu être conçue comme une sorte de période initiale de la guerre, de l'opération militaire spéciale, pour évidemment, à la fois corrompre et augmenter le niveau de subversion, accroître la pression en Ukraine même, dans les structures étatiques, dans les structures militaires. Les cercles de pouvoir, oui. Et dans tous les lieux de pouvoir. Et puis dissuader les Occidentaux d'intervenir, ce qui a été partiellement réussi. Dissuader les Occidentaux d'intervenir trop. Alors, partiellement parce qu'ils se sont pris une vague de sanctions à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ce qui, là encore, montre à quel point ils se sont illusionnés. Ils se sont auto-intoxiqués. Parce qu'ils auraient pu extraire une partie des flux financiers qui sont maintenant sous sanctions, ils auraient pu les rapatrier beaucoup plus rapidement. Et le fait est qu'ils les avaient laissés. Mais totalement. Et l'opération militaire spéciale, alors là, c'est toute la phase... Ils ont pensé que cette phase... d'évitement de la lutte armée avec la dissuasion stratégique allait produire des effets très concrets, en fait. Tout m'indique à penser qu'ils l'ont pensé.
C'est-à-dire qu'ils pensaient réellement l'effondrement de Kiev. L'effondrement de Kiev, même une capitulation, voire même ou un lâchage des Occidentaux en rase campagne, plus ou moins. Ils ont été très marqués, par exemple, par le retrait d'Afghanistan. Hein. Ça, c'est un truc, ils ont vu ça comme le signe. En plus, ils ont une vision très... on se croirait dans l'introduction du Seigneur des Anneaux, hein, quand on les lit parfois. Quand on voit la dernière doctrine qu'ils ont publiée en 2021, la stratégie de sécurité nationale, le monde change. La tâche de la Russie est de trouver une nouvelle idéologie avec de nouveaux alliés, etc. L'Occident est fini, etc. Donc il y a une vision presque, j'allais dire, téléologique aussi, évidemment, chez eux. Et donc voilà, l'opération militaire spéciale, en tant que telle, en tant que concept opérationnel, il est évanescent. C'est-à-dire qu'en tant qu'objet stratégique, c'est évanescent, ça dure 2 jours, hein, en réalité. Parce que l'opération militaire spéciale était fondée sur la réussite des stratégies indirectes. C'est quand même ça le sujet. On le voit à la fois dans le contingent qui a été envoyé en Ukraine, dans les objectifs qui lui ont été transmis et qu'on connaît maintenant, d'éviter les... Enfin, ça c'est des trucs qu'on voyait dans les modèles de contournement. C'est-à-dire qu'en fait, les théoriciens militaires russes et les élites russes ont pensé le contournement de 2 façons. Il y avait 2 façons de faire la guerre en tant qu'État qui, pour eux, était un signe de grande maîtrise stratégique et qui marque cette pensée, cette culture stratégique russe post-soviétique, de la théorisation, du contournement, c'est qu'une confrontation indirecte, qui pourrait durer d'ailleurs des années, ça c'est assumé, hein, des mois, des années, peu importe, s'achève sur une opération militaire fulgurante, principalement à distance, qui ressemble quasiment à une opération de police en réalité. Hein. Vous voyez, quand on s'adresse quasiment à des terroristes, hein, donc il faut, c'est quasiment une opération antiterroriste. Et en fait, le simple fait ce simple coup de poing armé final, ce simple coup de bélier armé final, est censé faire s'effondrer la structure en général entière. Et il n'était pas la confrontation militaire directe, sanglante comme la Russie a pu la connaître, et en fait, en réalité souvent connue. Ils ont essayé de dépasser ce schéma. Vraiment, et quelle erreur, quelle erreur. Mais ils se perçoivent eux-mêmes comme des sanglants, comme des violents, ou vraiment c'est... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on a rarement des moments d'introspection là-dessus. On a rarement des moments d'introspection. Je reviens juste sur le point, mais je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a à la fois cette vision de la confrontation indirecte qui se finit par une opération armée fulgurante, principalement à distance, mais censément décisive. C'est-à-dire que c'est une opération armée qui est courte, quoi, qui est censée être brève et impactante, qui n'est pas censée être une lutte armée de haute intensité, quoi. La guerre en Ukraine est une hétérotélie. C'est un objectif. Ce qui s'est produit n'était pas censé se produire pour les Russes. C'était vraiment une vraie erreur. C'était vraiment une erreur de planification stratégique, mais d'abord de théorisation militaire, de théorisation stratégique. Et l'autre modèle, si j'ose dire, c'est la confrontation indirecte qui atteint des objectifs politiques décisifs à elle seule. Pour revenir sur votre question, on a pu voir, moi j'ai pu lire en 2022-2023, des militaires russes qui se plaignaient, vous parliez de brutalité, des exactions, clairement, alors de façon indirecte, la critique est souvent indirecte, de l'armée russe en Ukraine. L'incapacité à faire des différences entre trophées et pillage, comme ils disent, les tueries, etc. Alors, ils ne sont pas beaucoup, hein, ils sont peu à le mentionner, mais ils s'en plaignent. Ils considèrent que c'est... Et puis, ils considèrent que ce n'est même pas pragmatique, en fait. Oui, on ne gagne pas les esprits. Pareil, quand la Russie a joué, s'est amusée avec Zaporizhzhia, la centrale nucléaire, s'est amusée à projeter dans nos esprits l'apocalypse, ça a été critiqué. Y compris parce que le but est quand même de tenir le territoire concerné. Il y a eu des vraies incompréhensions, hein, dans l'armée russe. Et alors, c'est pas un succès. Non. Néanmoins, ils sont passés à la lutte ouverte, informationnelle envers nous, mais ouverte. D'ailleurs, pourquoi ils n'appellent toujours pas ça une guerre? Je ne sais toujours pas pourquoi. Ça, c'est vraiment de la linguistique. Mais et après? C'est-à-dire, quelle est leur vision quand ils disent, quand le Sénat, quand la Douma russe dit, bah voilà, on est en train de travailler à l'annulation de l'indépendance des États baltes, quand le vice-chef d'état-major de l'armée russe dit que ce n'est le début d'une guerre qui va être plus longue et plus dure avec l'Occident, ils le disent ouvertement, c'est parce qu'ils essaient de nous faire peur, ou c'est parce que réellement, ils se préparent, comme le disent les renseignements allemands par exemple, à nous envahir dans 2-3 ans. Oui, en plus, c'est pas que les renseignements. En fait, beaucoup l'ont dit effectivement en Europe. Moi, je veux rappeler un truc qui est trop souvent oublié et qui est agaçant à force que ce soit oublié.
c'est que la Russie se pense en guerre contre l'Occident, mais ça ne date pas d'hier, ça ne date pas du 24 février, ça ne date pas de 2014, ça ne date même pas de l'Union soviétique. Il y a un rapport à l'Occident qui est un rapport qui a pu connaître des périodes effectivement de collaboration, de coopération, mais qui n'a jamais été une vraie période d'amitié. Quand vous regardez les relations franco-russes, mais c'est une plaisanterie. Et quand on parle d'amitié franco-russe, je veux dire, là, il y a un manque d'objectivité dramatique quand on regarde l'histoire des relations franco-russes et quand on lit les archives, par exemple, de l'époque de l'Union soviétique. La vision que les soviétiques avaient de la France. En gros, un cheval de Troie, quoi, hein, pas plus que ça. Et donc, la Russie se pense en guerre contre l'Occident. C'est une guerre ontologique. Voilà, c'est une guerre indépassable. Elle peut être métaphorique, elle peut être indirecte. Elle est indirecte, hein, de toute manière, elle est indirecte. Quoi qu'ils viennent de modifier le 20 mai les frontières voilà, maritimes dans la Baltique. Elle l'est de toute manière. Après, est-ce qu'elle prendra une forme très directe ça dépendra à la fois de nous, beaucoup de nous, hein. Ça c'est un truc qu'on veut occulter. De notre fermeté ? Bah oui, totalement. De notre fermeté. Par exemple, alors j'aime pas faire de l'histoire-fiction, mais si les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne avaient fait preuve de plus de fermeté en janvier-février 2022, en envoyant un contingent à Kiev, un contingent à Kharkiv, un contingent à Odessa, dans des villes un peu clés, je ne suis pas sûr que la Russie aurait envahi. Voilà, il y a ça aussi quand Joseph Biden explique que de toute façon il n'enverra pas l'armée américaine. Je le comprends, mais il ne faut pas le dire, simplement. Voilà, c'est comme quand le président de la République dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Voilà, et parfois il est préférable de se taire. Et donc, pour assurer notre sécurité avant tout, en fait, et pour que ces objectifs politiques soient atteints, le but pour la Russie, le but premier de la Russie, le but stratégique actuellement, c'est pas de faire la guerre à l'Occident, elle n'en a pas les moyens. Son but premier, tout est lié à ça, tout part de ça. C'est d'arrêter l'aide occidentale à l'Ukraine et c'est de soumettre l'Ukraine. Il n'y a pas d'autre objectif pour l'instant. On pourra parler des guerres avec l'Occident dans 20, 30 ans, 10 ans, peut-être 5 ans si l'Ukraine ne tient pas, et espérons qu'elle tienne, si j'ose dire. C'est une question de sécurité continentale, pour nous, évidemment. Mais ça, c'est l'objectif. Le compagnonnage de la Russie, et même sa rupture avec ses engagements diplomatiques internationaux classiques, avec la Corée du Nord, l'Iran, l'Arménie, tout. Oui, toutes ces coopérations plus ou moins ponctuelles, l'aide que la Russie apporte à l'axe de la résistance entre guillemets évidemment, au Moyen-Orient, Hamas, Houthis, Hezbollah, Iran et ses supplétifs, tout ça lui permet de faire diversion. Son objectif, c'est l'Ukraine. L'Ukraine concentre toute son attention. Voilà. Donc les attaques en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes en Guyane, l'Afrique, etc., finalement, c'est juste pour nous affaiblir. C'est pour nous affaiblir. C'est pour nous affaiblir, pour affaiblir les gouvernements qui, aujourd'hui, ont une position de fermeté vis-à-vis de la Russie en Europe. La Russie, elle a 3 objectifs avec l'Europe, mais ça ne date pas d'hier, il faut le répéter. C'est déconnecter les États-Unis et l'Europe, c'est étendre son influence en Europe, et c'est étendre son influence, évidemment, dans l'espace post-soviétique, annexion comprise, si possible. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils aient toujours voulu annexer depuis 80 ans, ils se sont dit on va tout y annexer. Je ne suis pas sûr du tout, je ne pense pas d'ailleurs. C'est beaucoup de contingences qui les ont fait en venir là. Mais la volonté de domination, elle demeure, perdure. Donc leurs objectifs là, c'est ça, c'est de diviser l'Europe, d'aider des partis en Europe qui pourraient, en fait, avoir une position, pas forcément pro-russe d'ailleurs. La neutralité leur convient. Hein. À ce stade, vu où ils en sont, la neutralité, ça leur va. Ou la prudence, l'extrême frilosité, ça leur va. Voilà. Et déconnecter, évidemment, États-Unis et Europe, arrêter l'aide militaire occidentale à l'Ukraine et, in fine, soumettre et dominer l'Ukraine. Et d'ailleurs, il est probable que dans leur tête, et on le voit bien avec l'échec de la guerre en Ukraine, de l'opération militaire spéciale, en fait, tout se passera encore. Ce qui sera déterminant dans l'issue de cette guerre sera, non pas sur le champ de bataille, mais en dehors du champ de bataille. Et là, ça sera on leur donnera peut-être raison de façon... Si on abandonne l'Ukraine, on leur donnera raison en tout cas. Ouais, ça c'est clair. Une certitude. Dimitri, un grand merci. Super intéressant. Merci à toi. 500 pages à peu près, mais il y a quand même pas mal d'annexes à la fin. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment super intéressant. On vous mettra tous les liens en commentaire de cette vidéo.
Merci. Et puis, on espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt au studio Air Cosmos. Merci à tous.